Bon ben, merci beaucoup. Enfin, merci d'être venus nombreux comme ça. Je suis très très heureux. Euh, Ce livre en Italie. Là, il y en a quelques-uns en vente ici, mais enfin, en fait, c'est plutôt à commander sur Internet, je crois. Et donc, je prends l'occasion pour un peu présenter mon travail et essayer voilà d'expliquer un petit peu comment les choses ont commencé et puis comment là où on en est, où j'en suis aujourd'hui. Euh, donc peut-être la première hypothèse que j'ai fait au départ était de se dire que finalement il y avait une forme de confusion. J'avais l'impression qu'il y avait une forme de confusion quand on parlait d'architecture, puisque tous les discours étaient toujours sur la question du plein, du visible, alors que finalement l'architecture traite du vide, de l'espace et du creux et non pas du plein, si on veut. Et c'est peut-être la différence fondamentale comme ça entre l'architecture et la sculpture. Enfin, si on place l'architecture comme un des arts, c'est que la sculpture, c'est un objet, on est en face de la sculpture, du solide, tandis que l'architecture, on peut pénétrer à l'intérieur. Donc le but, si on veut la, la, la finalité de l'architecture, c'est le creux dans lequel on rentre, dans lequel on pénètre. Et, euh, et donc la première partie de notre travail était sur l'exposition d'ailleurs au Centre culturel suisse, s'appelait Architecture invisible, et c'était de se dire que finalement, si l'espace est le matériau important de l'architecture, en réalité, on pourrait, plutôt que de travailler toujours sur l'enveloppe de l'espace, enfin sur les murs, sur les façades, travailler sur le vide lui-même et commencer à lui donner des qualités. Alors peut-être que la difficulté qu'on avait à définir le vide, à définir l'espace en tant que tel, venait du fait qu'on savait pas pendant de nombreuses années, on savait pas de quoi il était fait, puisque dans la philosophie d'Aristote, comme ça, il y a les 4 éléments, et le vide lui-même n'avait pas de définition, et c'est seulement au XVIIe siècle qu'on comprend avec Lavoisier, qu'on comprend qu'il y a une pression, c'est-à-dire que l'air finalement n'est pas un vide, mais qu'il a une résistance, donc on peut le compresser jusqu'à un certain point et puis après on n'arrive plus. Donc il a en réalité il est pas absent, il a une forme de présence. Et puis ensuite on comprend que c'est pas un élément comme on pouvait l'imaginer autrefois, mais que en réalité c'est composé de différents gaz, enfin l'oxygène, le nitrogène, l'azote, enfin, donc il y a des qualités donc au départ physiques, des qualités ensuite chimiques et ensuite des qualités biologiques avec Pasteur qui comprend qu'il y a finalement des virus, des bactéries dans l'air et puis ensuite finalement des qualités électromagnétiques puisqu'on s'est traversé par des ondes radio, différentes ondes. Donc finalement l'espace lui-même, le vide, enfin ce qui était dans l'architecture en fait rien, enfin ce vide-là, et les architectes en fait travaillaient uniquement sur ce qui entourait, sur la définition du vide. En réalité, on se dit aujourd'hui qu'on peut travailler sur le vide lui-même, que finalement le matériau de l'architecture, contrairement au matériau du sculpteur qui est le plein, le solide, en fait, le matériau de l'architecture, c'est le vide lui-même et l'espace lui-même sur lequel on peut travailler. Donc le premier chapitre de ce livre, c'est justement cette espèce d'espace invisible. Et on a fait différents projets qui au départ étaient finalement qui n'avaient pas énormément de forme visuelle ou qui n'avaient pas énormément de définition, puisqu'ils travaillaient, c'était plutôt un travail un peu sur l'intérieur d'une boîte, enfin sur la qualité même de l'espace. Et un des projets qui a été important pour nous. En 2002, on a effectivement représenté la Suisse à la Biennale de Venise avec un projet assez important dans lequel on essayait justement de travailler sur une définition de l'espace ou de l'architecture qui était uniquement donnée sur les paramètres invisibles, sur les paramètres de l'espace lui-même. Donc ça se reliait avec différentes choses, c'est-à-dire que d'une part, enfin si on veut, dans l'architecture traditionnelle, quand on parle du vide, on peut parler de l'espace, de la lumière. Finalement, c'est ces deux éléments sur lesquels on travaille, sur l'air et le vide et la lumière, et on s'aperçoit au départ que la question de la lumière n'est pas qui est un élément
totalement traditionnelle de l'architecture. Enfin, on connaît le Corbusier qui parlait des volumes sous la lumière, ou enfin tout ce travail des architectes toujours sur la question de la lumière. Et là, en fait, ce qu'on découvre, c'est que finalement la lumière n'est pas abstraite, n'est pas neutre, qu'il y a une relation en réalité biologique avec le corps, qu'il y a en réalité c'est des études qui ont été faites à partir des années 80, à partir en fait d'une découverte d'un scientifique américain, Alfred Levy, qui avait montré des relations entre une hormone qui s'appelle la mélatonine et les variations de lumière. On voit par exemple que cette hormone est sécrétée dans ces parties ici qui correspondent à la nuit. C'est l'hiver avec des longues nuits et des courts jours. Et on voit que la mélatonine est très importante et moins importante et disparaît la journée. Et quand on est en été, le cycle de sécrétion de mélatonine est raccourci. Donc il y a d'autres hormones qui sont en variation comme ça entre le jour et la nuit. Et donc ça c'était une mesure qui montrait qu'à partir quand la nuit arrive, en fait le taux de mélatonine monte dans le sang. Et ça, c'est cette expérience d'Alfred Levy, en fait, qui montre dans les années 80, c'est publié dans Science, que en fait, si on a un taux élevé de mélatonine dans le sang à 2 heures du matin, en allumant la lumière, en fait, le taux chute très rapidement. Et si on rééteint la lumière, il remonte. Et donc, il y a une chose assez intéressante comme ça entre ce rapport d'un élément traditionnel de l'architecture, qui est la lumière, qui trouve tout d'un coup une qualité biologique, physiologique, et c'est ça le premier livre qu'on avait sorti qui s'appelait Architecture physiologique. C'était finalement de réengager l'architecture non pas seulement comme quelque chose à l'extérieur de nous, mais qui établit une relation physiologique entre nous et l'extérieur et l'espace. Et finalement, cette idée qu'on suggérait en 2002 s'est mis aussi en relation avec peut-être les écrits du philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui tout d'un coup aussi a commencé à parler d'atmosphère, du fait que finalement c'est aussi les textes, les propos de Bruno Latour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus en face de l'objet, mais on est à l'intérieur de l'objet, c'est-à-dire cette question de bulle fait finalement que par exemple que finalement on est entouré, on est à l'intérieur des choses et on n'est plus séparé des choses. Enfin, les choses ne sont plus en face de nous, mais on est finalement à l'intérieur des objets eux-mêmes. Et donc de là, sur ce projet de Venise, donc effectivement, il y avait cette compréhension que la lumière qui touche la rétine donne une information à la glande pinéale et va bloquer ou pas la mélatonine. Donc ça, c'était le premier point et sur lequel on pouvait commencer à travailler. Et le deuxième point était la question de l'air lui-même, enfin du vide lui-même. Et là aussi, on comprend que, si on veut la lumière classique de l'architecture, finalement, c'est des rayonnements électromagnétiques qui ont certaines valeurs avec une certaine intensité, puisque c'était à 10 000 lux, avec une certaine longueur d'onde que ça bloque la mélatonine. Donc il y a une forme de définition précise comme ça de la lumière, et de la même manière avec l'air, avec le vide, avec l'espace lui-même, on comprend qu'il y a une composition chimique de l'air entre 21% d'oxygène au bord de la mer et puis 72% d'azote, et que cette qualité d'oxygène, ce rapport entre l'azote et l'oxygène varie en fonction de l'altitude. Et là, c'était des choses. Enfin, on avait travaillé donc à l'époque avec à la fois l'université de Bâle et de Lausanne, en fait, différents experts sur le sujet. Et donc, on voit par exemple des écritures ici qui est au bord de la mer avec plus que 11% d'oxygène et 9%, 7%. Donc c'est en fait un peu comme quand on monte en montagne, en haut de l'Everest, finalement c'est cette situation-là, où sans masque à oxygène, on commence à avoir des formes d'hallucinations ou des troubles, différents troubles, et ces troubles-là sont dus en fait à, je l'ai pas ici, c'est dû à en fait que le taux en fait il y a un manque d'oxygène, donc les organes sont moins alimentés par l'oxygène, et donc pour compenser ça, finalement le corps commence à sécréter une autre hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, l'EPO, que les
sportifs s'injectaient à une époque pour se doper, en fait, qui multiplie les globules rouges et achemine plus rapidement l'oxygène dans les muscles, enfin dans les éléments, dans les organes qui en ont besoin. Donc, le projet, en fait, était ça c'est le pavillon suisse, peut-être vous le connaissez, enfin avec la grande salle. Donc on avait modifié l'intérieur. Finalement, il n'y avait rien n'avait été fait dans le visible. Il y avait une modification finalement de la lumière et de l'espace lui-même, matériellement, enfin physiquement. Donc c'est comme si finalement le travail de l'architecture, la brique de l'architecture ou le béton de l'architecture devient l'air et la lumière elle-même. Et là, on avait modifié donc le taux d'oxygène en le réduisant de 21% à 14,5%. Et la lumière aussi était très intense, montée à 10 000 lux, et donc bloquait la mélatonine. Donc finalement, en fait, cet espace qu'on avait créé, on l'avait créé comme finalement un travail uniquement de design de l'atmosphère lui-même et de la relation physiologique du corps dans l'espace, avec aussi finalement c'était une forme c'était aussi quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire on sortait de la question de la métaphore ou de l'analogie ou de la fiction ou de la narration, c'est-à-dire il y avait absolument rien de narratif ici, enfin on ne sait pas ce que c'est visuellement et ça ne raconte rien. Par contre, c'est presque exactement la situation de la montagne à 3000 mètres en altitude, puisque on trouve le même taux d'oxygène qu'à 3000 mètres d'altitude et le même éblouissement comme on l'a sur la neige, la réflexion de la neige. Donc finalement, c'était quelqu'un disait que c'était pas une reproduction de la montagne, mais une production de la montagne elle-même, avec selon sa propre chimie. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on faisait entre 98 jusqu'à peut-être 2005, 2004. Ensuite, ces questions, ce travail comme ça sur l'essence finalement de l'espace, c'est relié sur des questions de développement durable et d'écologie et de changement climatique qui sont rentrées dans le champ de l'architecture un peu en 2005. Et nous, on s'est aperçu que finalement ces recherches sur l'espace étaient très proches des thématiques du développement durable, puisque dans le développement durable, on parle avant tout d'énergie, de chaleur, d'isolation thermique, de ventilation, d'air, donc tous des éléments qui sont finalement les éléments sur lesquels on travaillait déjà dans les années précédentes. Et donc on a fait, j'ai fait correspondre comme ça finalement ce champ de recherche sur les éléments invisibles de l'architecture à des questions de développement durable et d'écologie. Et donc c'est devenu en fait ce deuxième livre qu'on avait sorti qui s'appelait Architecture météorologique, et en fait qui commence un peu à se formaliser un peu plus, c'est-à-dire que à la fois qui commence à prendre certaines valeurs à travers des phénomènes qu'on commence à étudier, qui sont les phénomènes de convection, de conduction, d'évaporation, de radiation, de pression. Enfin, c'est-à-dire que tous ces éléments d'architecture, parce que si on se dit, effectivement, dans l'architecture traditionnelle, on peut dire qu'il y avait les matériaux, les éléments d'architecture qui sont, par exemple, le mur, le toit, l'escalier ou le plafond, par exemple. Là, nous, on se dit, on change ces éléments d'architecture, donc ce n'est plus les éléments visibles, mais ça devient l'air, la lumière, l'humidité de l'air, la température, enfin, donc des éléments invisibles qui deviennent les briques de l'architecture. Et puis ensuite, les éléments de composition qui étaient dans l'architecture classique, qui sont par exemple la symétrie ou l'asymétrie ou l'inclusion ou l'addition ou la multiplication. Enfin, on multiplie les colonnes ou on additionne les colonnes, on fait une symétrie, on organise les bâtiments en symétrie. Là, finalement, on se dit, on va prendre d'autres éléments de composition comme des verbes qui conjuguent les éléments ou qui sont au départ, et ces éléments-là de composition deviennent des éléments météorologiques comme la convection, la conduction, enfin tous ces éléments qui finalement mettent en forme, commencent à distribuer spatialement finalement les éléments invisibles de l'espace. Donc là, par exemple, c'était
un projet dans lequel on commence à se baser sur des mouvements de température, des mouvements de l'air chaud qui monte, l'air froid qui descend, ou ça c'est tout des projets sur la convection, ou alors des projets sur l'évaporation, le mouvement de l'air. Enfin, l'air sec est plus lourd que l'air humide. Il y a des phénomènes de conduction à travers les matériaux, enfin entre le froid et le chaud, et l'inertie, enfin la question de la conductivité thermique, qui est un élément central des normes aujourd'hui du bâtiment pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis un projet qu'on a réalisé là en 2011 par un jeune médecin qui est dans la salle à Lyon. Donc c'était presque notre première commande en 2011, un petit appartement de 70 mètres carrés. Et en même temps, c'est vrai qu'on a eu, la première chose qu'on a réalisée de manière pérenne. Et en même temps, effectivement, on a gagné à peu près en même temps ce concours à Taïwan de 70 hectares. Donc c'est un peu, il y a entre le petit et le très très grand. Et ce projet, en fait, se base comme ça sur à la fois un travail en plan et en coupe. En coupe, c'est effectivement l'air chaud qui monte, donc toutes les fonctions qui nécessitent plus de chaleur vont monter dans l'espace. Et puis en plan, entre des parties plus sèches et des parties plus humides qui s'organisent. Donc finalement, il y a une réorganisation des fonctions, c'est-à-dire que toutes les parties humides, que ce soit la douche, la cuisine, les lavabos, se rejoignent dans un même espace. Les parties sèches se distribuent autrement. Et puis les parties plus froides en bas et en haut. Donc il y a une reconfiguration du plan et de la coupe qui ne s'organise plus par rapport à des pratiques sociales ou usuel, mais qui réorganise les choses. Et on s'est aperçu en faisant ce travail que effectivement la manière d'habiter qu'on a aujourd'hui est très récente. Enfin, énormément de choses sont liées au XXe siècle, à l'électricité, et d'autres sont liées au XIXe avec l'invention du corridor et de la naissance de la bourgeoisie, et que finalement, par exemple, les châteaux, les châteaux du XVIIe siècle, par exemple, n'avaient aucune fonction. Il n'y avait pas une chambre, il n'y avait pas une salle de bain ou une chambre à coucher. On pouvait dormir finalement n'importe où. Et qu'il y avait des réorganisations comme ça possibles. Et donc, l'une des suggestions qu'on avait était de dire que peut-être les questions de développement durable, d'énergie aujourd'hui peuvent aussi reconfigurer des manières d'habiter qui sont moins dépendantes de l'électricité ou d'une dépense d'énergie. Donc, on voit la coupe avec, par exemple, effectivement, le canapé qui monte un peu parce on bouge pas, donc on a besoin d'un peu plus de température, et puis le fauteuil où on est tout seul, peut-être que dans le canapé on partage la chaleur humaine à plusieurs, et puis le fauteuil où on est tout seul monte plus haut encore dans les strates plus chaudes de l'espace. Et on a quelques images comme ça, quelques photos de l'appartement. Et puis, peut-être par rapport au travail qu'on avait avant, qui était justement c'était souvent un travail il n'y avait pas tellement de forme, il y avait une boîte. En fait, on s'aperçoit aussi que il y a justement ces questions de cette convection, ces mouvements de cette chaleur qui monte, peut commencer à informer l'architecture. Et par exemple, dans ce projet-là, en fait, puisqu'il y a des parties pour économiser l'énergie, si on veut, les parties où on est actif vont être où on dort, où on est couvert dans le lit, à l'intérieur du lit, vont être plus froides. Les parties où on est nu vont être plus chaudes. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont aussi liées à des normes d'économie d'énergie. En Suisse, par exemple, avec des recommandations qui sont données, et qui disent, par exemple, que les chambres à coucher doivent être chauffées à 16 degrés et non pas à 22 degrés pour économiser de la chaleur. Et donc, ça fait une grosse quantité si on économise. Donc là, on prend ces principes-là,
qui sont pas les nôtres, mais qui sont des principes d'économie d'énergie, et puis on les spatialise en travaillant sur la convection ou sur les mouvements d'Archimède. Et donc on avait ce projet c'était pour un concours à Hambourg, on a été lauréat du concours, où la dalle du bâtiment commence à se déformer pour descendre dans des strates plus froides et remonte dans des parties plus chaudes, comme ça à l'intérieur. Donc il y a une forme de forme qui commence à apparaître un peu qui était un peu absente au départ. Et le dernier chapitre là du livre, c'est ce que j'ai appelé la ville thermodynamique. Alors et là, je vais présenter ce projet donc du parc à Taichung. Donc c'est un concours qu'on a gagné en 2011. On est 3 associés, donc Mosbar, paysagiste, Ricky Liu à Taïwan, et donc on a remporté le concours. C'était un parc de 70 hectares, donc en 2011. 70 hectares, c'est à peu presque 3 fois la surface de la Villette, donc c'est très grand, comme surface. C'est un projet important en fait au centre de Taïwan. C'est un projet public, donc c'est le gouvernement de Taichung, et c'est le premier élément d'un nouveau district en fait qui est en train de se construire de 250 hectares, et puis c'est un peu à la manière de Central Park. C'est une sorte de parc urbain, et puis tout autour on voit les nouveaux quartiers vont se développer. C'est des quartiers à la fois universitaires, de logements, de bureaux, d'universités, culturels aussi. Il y avait un des projets qui a été gagné une année plus tard par Su Fujimoto, qui était une tour de 300 mètres de haut, qui était au milieu du parc. Et puis au nord du parc, en fait, là, il y a Sana qui ont gagné il y a 2 ans maintenant une bibliothèque en haut. Et donc le parc est le premier élément construit. Alors, peut-être pour expliquer un peu le projet, la manière dont on a travaillé, puisque finalement ça reprend les stratégies qu'on a développées jusqu'alors. C'est-à-dire que, en fait, l'idée était de se poser la question pourquoi faire un parc en ville. Enfin, quelle est la raison du parc en ville? Raison qu'on a un peu oubliée, puisqu'on a l'exemple, enfin le plus récent était le parc de Bercy, par exemple, à Paris, qui est un parc postmoderne, enfin, qui raconte l'histoire des parcs, enfin, qui est un peu qui tourne sur lui-même. Le parc d'avant était plutôt un parc d'événements, enfin, même basé avec celui de Bernard Tchoumi à la Villette, qui est plutôt sur la question du programme, de ce qu'on va y faire. Et puis, en fait, en revenant sur l'origine des parcs, qui sont finalement ceux de Alphand à Paris, qui était le designer paysagiste de Haussmann, ou Olmsted à New York pour Central Park, en fait, on s'aperçoit en lisant leurs mémoires que le premier objectif était des objectifs, par exemple dans les mémoires de Olmsted pour Central Park, en fait, dans la première page, il est content puisque la santé des New-Yorkais est meilleure depuis que Central Park existe, notamment justement à travers cette capacité qu'ont les arbres dans leurs feuilles à absorber la poussière ou les pollutions. Donc il y avait cette idée de poumon vert de la ville, comme ça a été explicite dans la construction de Central Park, et de la même manière chez Alphand à Paris. En fait, moi j'avais en réalité, je dois dire que j'avais jamais très bien, je ne savais pas pourquoi, enfin j'avais jamais réellement réfléchi à savoir pourquoi on mettait des arbres dans la rue, par exemple, pourquoi sur les boulevards il y avait des arbres. Et en fait, effectivement, on retrouve chez Alphand les raisons primaire de ça, qui était simplement effectivement quand ça surchauffait le granit des rues et des boulevards parisiens surchauffe, et donc on a mis les arbres comme des appareils climatiques qui créent de l'ombre pour rafraîchir les chevaux dans les boulevards. Donc en fait la première fonction de l'arbre n'était pas une fonction romantique d'amener
la nature en ville ou une fonction esthétique d'amener du vert dans le gris, mais plutôt une fonction physiologique de créer de la fraîcheur. Donc c'était plutôt intéressant, et de la même manière que le Bois de Boulogne ou les Buttes Chaumont ou d'autres parcs à Paris étaient là comme des lieux qui permettait, c'est écrit comme ça textuellement, qui permet aux Parisiens d'aller se rafraîchir quand il fait trop chaud, quoi. Donc il y a vraiment cette idée que les parcs sont à la fois, il y a cette dimension de dépollution chez Olmsted et une dimension de rafraîchissement comme ça chez Alphand. Et ça, bon, philosophiquement, c'est plutôt intéressant parce que je pense qu'on avait perdu aussi, bon, ça c'est peut-être une petite digression, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai grandi dans une période critique, une période postmoderne critique, et effectivement, on a perdu les raisons de la création de certaines choses qui sont à travers la question du récit, par exemple, de Lyotard, enfin cette idée que finalement tout est un récit, et tout est subjectif, et à travers aussi les mises en doute par Michel Foucault de différentes pratiques, enfin dans l'histoire au XIXe siècle, sur la question par exemple sur différentes choses. En fait, on a perdu une certaine raison d'être. Et ce que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut retrouver ces raisons d'être, et c'est un peu ce qu'on peut appeler, ce que certains auteurs américains appellent post-critique, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, ça serait de garder en fait les objectifs de la postmodernité, qui sont l'altérité, la multiplicité, la diversité, la subjectivité, finalement, mais de laisser tomber les outils de la postmodernité, qui sont la narration ou le storytelling, ou je sais pas, ou la fiction, l'analogie, et de reprendre les outils modernes qui sont les outils scientifiques. Donc en fait, on pourrait se dire, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, d'être dans une forme de post-critique, ou qui serait de garder les objectifs de la postmodernité, mais de réemployer les objectifs, les moyens de la modernité. Et c'est quelque chose qui est en rapport aussi avec les nouvelles positions de Bruno Latour, par exemple, qui s'est interrogé à un moment donné sur un peu une forme de dérive de la position critique, notamment avec le 11 septembre ou le réchauffement climatique, qui était, en fait, finalement, il s'apercevait que ses propres propos critiques avaient été pris finalement avaient été utilisés aujourd'hui par les théories du complot, par d'autres choses qui remettaient en cause, enfin, la crédibilité même des faits réels, et que donc il se posait la question de quelle manière il se pose la question de quelle manière on pourrait réintégrer cette retrouver une forme d'objectivité donc c'est ça. En tout cas, mon travail se situe dans ce champ post-critique, c'est-à-dire que les outils qu'on emploie sont des outils scientifiques et des outils objectifs. Et par exemple, la première chose, donc pour le parc, était de se dire, en fait, effectivement, à Taïwan, c'est un climat tropical chaud, humide, et de quelle manière on peut, il fait très chaud et très très humide, et donc le parc doit être finalement quelque chose pour rafraîchir, déshumidifier et dépolluer. Enfin, c'est une grande ville de 3 millions d'habitants, et donc finalement le parc aura à cette mission cette mission première, comme ça, de permettre aux habitants de Taichung de ressortir et de sortir des shopping malls, de sortir des voitures climatisées, de sortir des bureaux climatisés, de sortir de ressortir à l'extérieur. Donc c'était un peu l'objectif du parc, de travailler sur cette question-là. Donc la première, en fait, on a travaillé en 3 couches, une première couche qui était sur la question de la chaleur, donc comment rafraîchir. Alors un des seuls paramètres qui avait une variation sur le parc, c'est la vitesse de l'air, qui est un des paramètres de ce que les scientifiques appellent, enfin les ingénieurs avec lesquels on travaillait, Transsolar en Allemagne, qui ont fait les modélisations.
ce qu'ils appellent la perceived temperature, la température perçue, qui est en fait une addition de différents facteurs qui sont à la fois la température de l'air, la vitesse de l'air, le taux d'humidité de l'air, le rayonnement solaire direct et le rayonnement indirect. Et donc tout ça ensemble donne la température perçue. Et donc le seul élément qui variait de température perçue était la vitesse de l'air, c'est-à-dire qu'on sait que de l'air, tant qu'il est inférieur à 32 degrés, en fait, il a toujours un pouvoir rafraîchissant. S'il devient plus supérieur à 32 degrés, ça devient comme un sèche-cheveux, donc ça chauffe encore plus. C'est pour ça que on peut pas utiliser le vent au Qatar, par exemple, parce qu'il est chaud, il est trop chaud, donc on n'arrive pas à rafraîchir avec le vent au Qatar. Mais à Taïwan, en fait, il y avait un vent du nord qui souffle assez régulièrement. Et donc on a pris ce vent du nord, on a vu comment les formes urbaines construites allaient influencer, et on voit les parties rouges sont les parties où il y a le vent est le plus fort, et les parties bleues le moins fort. Et donc de cette modélisation faite, ce qu'on appelle les computer dynamic, fluid dynamic, qui sont la modélisation comme ça du climat, on a établi cette carte. Où on peut dire que ici ça sera un peu plus froid que ici qui sera un peu plus chaud naturellement. Alors là, c'est aussi quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que tout d'un coup le mode de composition devient un mode de composition par gradient ou par gradation, c'est-à-dire qu'on est moins sur un travail de contour, de lignes de contour comme ça, un peu comme si on veut un peu comme les bords du pantalon de Manet, du fifre, ou de la bande dessinée, où on a la ligne de contour qui définit l'extérieur et l'intérieur. En fait, finalement, ici, un peu à la manière du sfumato de Leonardo da Vinci ou de l'impressionnisme qui procède par par touche de lumière, par gradation de lumière. En fait, on travaille ici plus par une gradation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne qui dit ici c'est quelque chose et là c'est autre chose. C'est en fait il y a un mouvement qui passe de quelque chose à autre chose. Et donc ça c'est un mode de composition qui correspond finalement à ce qu'on avait mis en place, découvert par exemple dans l'Hormonorium pour le pavillon suisse à Venise, qui était finalement il n'y avait pas de limite entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps, c'est-à-dire que la limite l'air rentre dans nous, transforme notre système hormonal, ou que la lumière rentre en nous, et qu'il n'y a pas une limite franche entre l'intérieur et l'extérieur, finalement qu'il y a une forme de gradation et de continuité entre quelque chose et une autre. Donc ça, c'est un peu ce mode de composition qu'on met en place, qui passe justement de ces parties plus chaudes à des parties plus froides. Ça, c'est comme un plan urbain. Et ce plan, en fait, on le matérialise par une grille d'arbres et d'appareils climatiques, c'est-à-dire que c'est une grille régulière ici pour ça, c'est-à-dire que ça va on va renforcer les qualités de fraîcheur, c'est-à-dire que si on dit ici il fera naturellement un peu plus frais, on va rendre ça encore plus frais en mettant beaucoup d'arbres qui vont rafraîchir encore plus, et puis ce qu'on appelait des climatic devices, des cooling devices, des appareils climatiques en fait qui vont également rafraîchir. Et donc de là, en fait, ça c'est une des choses que j'avais mis en place en 2006, cette idée que finalement et qu'on voit, il y a d'ailleurs un Science et Vie aujourd'hui, qui est en kiosque sur le climat. Et la manière dont le climat influence l'histoire, c'est des choses qui viennent de Jared Diamond. En fait, c'est sur un renversement plutôt intéressant qui montre de quelle manière en fait le climat a pu influencer certaines choses. Et puis dans l'histoire de l'architecture, en fait, on s'aperçoit que effectivement le climat a pu influencer certaines pratiques sociales, un peu comme le manque d'isolation thermique des vieilles maisons de campagne poussait les gens à se regrouper dans une même pièce et à finalement inventer la pratique de la veillée, où les gens se retrouvent quand le soir arrive pour partager leur chaleur humaine, et un comportement social naît de ce manque d'isolation thermique. Donc de cette manière-là, un peu
le principe était finalement c'était plutôt que le form follow function, ou function follow form, c'est ici le form and function follow climate, c'est-à-dire qu'on dessine, on dessine d'abord le climat, et ensuite on sait qu'ici, dans ces parties-là, ça sera un peu plus frais, et donc on propose d'avoir toutes les activités de plaisir, enfin de loisirs, qui sont les points noirs ici, dans ces parties les plus fraîches. Donc en fait, il y a voilà, le climat qui est dessiné, qui est matérialisé par ces points, un petit peu aussi de la manière de pointilliste, comme ça, qui devient plus dense ou moins dense, et puis les fonctions qui prennent place ensuite dans ces parties-là. La deuxième couche, c'est la couche de l'humidité. Et là, il y a tout un travail parce que tout le district des 250 hectares, toute l'eau du quartier doit venir dans le parc et absorbée en fait par le parc. C'est-à-dire le parc peut se retrouver presque 80% peut être couvert d'eau s'il y a des grandes inondations. Donc le parc a été travaillé avec des creux et des bosses, enfin avec une topographie pour créer des vallonnements qui deviennent des réservoirs en fait pour retenir l'eau. Et donc on a ces parties blanches qui vont être plus humides. On sait en fait quand on est au bord d'un lac ou au bord comme ça qu'il y a une humidité de l'air qui est assez forte. Et puis en s'éloignant de quelques mètres déjà, le taux d'humidité de l'air baisse. Et donc là on peut dire que ces parties-là seront un peu plus sèches et ces parties-là sont plus humides. Et donc on renforce ça avec des arbres qui déshumidifient l'air et des appareils qui déshumidifient. Et puis les parties les plus sèches, les plus humides qui sont là. Alors pour matérialiser ça, donc on a les arbres qui déshumidifient, qui viennent prendre, on les verra après, et puis tous les climatic devices qui sont des petites structures architecturales qui prennent place ici. Et puis ensuite, là, puisque ça sera des zones plus sèches, on sait que si l'air est plus sec, en fait, le phénomène de transpiration fait pour rafraîchir par transpiration marche mieux, puisque il peut y avoir une évaporation de la transpiration qui n'est plus possible quand il y a trop d'humidité dans l'air. C'est pour ça que le climat chaud et humide sont plus désagréables, parce que là, dans le phénomène de thermolyse, qui est celui de rafraîchir le corps, et l'évaporation, la transpiration est un des éléments majeurs de rafraîchissement du corps quand il fait trop chaud. En fait, ce phénomène-là, ce mécanisme-là ne fonctionne plus quand il y a trop d'humidité dans l'air. Et donc là, ce qu'on propose ici, dans ces parties les plus sèches, c'est d'avoir toutes les choses sportives, en fait, qui prennent place là, où on peut avoir une meilleure transpiration. C'est tous les points noirs qui sont là. Puis la dernière couche, en fait, c'est la couche de la pollution. On a des grandes routes qui passent à travers le parc, ici ou là, avec 8 voies. Donc il y a une forte pollution, et on sait, d'ailleurs on l'avait vu à Paris avec les problèmes de pollution aux particules fines récemment. En fait, la mairie de Paris disait, par exemple, enfin les études montraient que quand on est sur les routes elles-mêmes, le taux de particules fines de PM2.5 ou PM10 est très élevé, et dès qu'on bouge d'une dizaine de mètres, enfin on s'éloigne d'une dizaine de mètres des grands axes routiers, enfin de Paris, on se retrouve dans les rues plus petites. En fait, le taux de particules fines baisse très rapidement. Donc ça veut dire que il y a une influence très rapide quand même par rapport aussi liée au vent, enfin, c'est ce qu'on a aussi modélisé ici. Donc finalement, on peut éloigner des routes, on aura les parties les plus propres, les moins polluées si on veut, et près des routes, les parties les plus polluées qui sont en blanc ici, et les parties les moins polluées en noir. Et donc pour matérialiser ça, on a des arbres aussi qui vont absorber les pollutions. Je montrerai les arbres. Et puis tous les climatic devices, donc qui sont ces petites structures, enfin des petites architectures, comme une sorte de nouveau mobilier urbain qui prennent place ici. Et puis ensuite, la fonction, c'est-à-dire que la fonction qui suit le climat, c'est toutes les activités pour les enfants, pour les familles, dans les parties les moins bruyantes et les moins polluées qui trouvent place dans ces endroits-là. Alors, ça, c'est peut-être la partie justement post-critique du projet, c'est-à-dire que si les outils sont modernes, si on veut,
la finalité est postmoderne parce que en fait ces trois couches, la couche de chaleur, la couche d'humidité de l'air et la couche de pollution, se superposent et génèrent en fait aléatoirement des climats, c'est-à-dire qu'il y a des parties froids, secs, pollués, ou des parties froids, humides, chauds, humides et propres, ou d'autres. C'est-à-dire que en fait il y a une multiplicité de situations qui fait que n'importe qui peut aller n'importe où. Et qu'il n'y a pas une décision, c'est-à-dire on n'a pas pris la décision de dire que tout le parc doit être propre, froid et sec. C'est-à-dire il y a des parties qui vont être polluées, chaudes et très désagréables finalement. Et le fait d'avoir des espaces désagréables et des espaces agréables fait partie du projet. C'est-à-dire on propose autant des espaces désagréables que des espaces agréables, mais ces espaces désagréables aussi peuvent aussi devenir agréables, par exemple en hiver à 6 heures du soir, puisque il fera plus chaud que dans la forêt où il fera très froid. Alors ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'une chose qui dans la réalité est devenue plus difficile parce que le client, qui est le gouvernement de Taichung, a toujours été d'accord de payer, si on veut, quelque chose qui est confortable, mais n'est pas d'accord de payer quelque chose qui est inconfortable, parce qu'on proposait par exemple d'avoir des sortes de smoking room ou des choses comme ça dans les parties polluées ou des barbecues ou des choses, des choses qui polluent, et ça a jamais depuis le départ a jamais été possible de financer des choses dans les parties polluées du parc. Et puis, pour finir, juste la composition générale, c'est-à-dire qu'après, on les reverra après, on a 3 chemins principaux qui relient en fait ces différentes couches. C'est-à-dire qu'on a un chemin qui relie toutes les parties les plus froides, comme une sorte de ligne isotherme qui passe dans qui cherche à rester toujours dans les parties les plus froides. Donc on peut emprunter ce chemin rouge et rester dans le froid si on veut. Alors c'est aussi un chemin un peu plus une promenade qui fait des petits vallonnements. On a le chemin bleu qui relie toutes les parties les plus sportives, les plus sèches, et qui lui, par contre, est un chemin sportif qui monte, qui monte sur les collines de manière plus difficile. Donc c'est pour les gens plus forts. Et puis la partie pour les enfants qui rejoint toutes les parties dépolluées, qui est en fait qui a quasiment pas de pente, qui est plat, qui est pour pour les chaises roulantes ou les poussettes pour les enfants, qui est ce chemin-là. Alors là, je montre la construction du parc. Donc le concours, on l'a gagné en 2011. On a eu 3 ans d'études. La construction a commencé en février 2014. Donc on voit l'étendue en fait du parc, puisque les bâtiments sont les limites, si on veut, du parc, là-bas. Ça, c'est les premiers vallonnements qui ont été faits, et puis les premières infrastructures qui sont mises en place. Et là, je vais montrer donc le premier, la première couche, en fait, cette couche sur la chaleur, donc j'ai montré tout à l'heure. En fait, finalement, on s'est retrouvé avec 4 parties qui seront les plus fraîches, les plus froides dans le parc. Et puis un petit peu à la manière du Seigneur des Anneaux de Tolkien comme ça, où on s'est dit qu'on pouvait finalement donner des noms à ces endroits, et on les a appelés les Kulia. Donc c'est un peu comme America, Australia, et donc il y a liés au cool. Et donc on a le Western Kulia, le Northern Kulia, Middle Kulia, Southern Kulia, qui prennent une identité, qui sont les endroits qui vont être plus spécifiquement les endroits les plus frais.
Et chacun de ces endroits donc a une manière de s'organiser tout d'abord par rapport aux arbres, c'est-à-dire qu'on choisit les arbres aussi par rapport à des capacités de rafraîchissement, puisque tout est lié à ce rafraîchissement. Et donc c'est des arbres qui soit ont des grandes feuilles qui vont créer des grandes ombres, ou alors qui ont beaucoup de feuilles, ou alors qui ont des feuilles blanches qui vont réverbérer la lumière. Donc il y a un choix précis des essences d'arbres qui prennent place chacun. Il y en a un arbre primaire en fait ici, on a par exemple 80% du même arbre qui devient ensuite 50%, qui ensuite devient... mais on finalement une forme d'identité qui se met en place, liée au type d'arbre dedans. Et puis en fait, dans la grille, c'est une grille régulière pour les koulias, enfin et donc c'est-à-dire qu'on a un arbre, enfin dans la grille, on a un arbre, et un appareil climatique, un arbre, comme ça dans la même grille. Et ces appareils climatiques, en fait, qu'on appelait si on veut les cooling climatic devices, les cooling devices, en fait, on prend différents moyens de rafraîchir l'air. Qui sont des moyens soit qui sont ceux dont je parlais tout à l'heure sur la perceived température, soit effectivement de souffler de l'air froid, souffler de l'air en tant que tel pour rafraîchir, soit comme un ventilateur, soit souffler de l'air froid, soit procéder par évaporation comme les fontaines au Maroc ou en Espagne ou la nébulisation comme ça de fines gouttelettes d'eau qui s'évaporent, qui se passent de la phase liquide à la phase gazeuse, en fait prendre l'énergie et donc de la température à l'air. Donc c'est ces différents appareils qui sont là. Ensuite des appareils qui fonctionnent par conduction ou par radiation, qui sont ceux-là, et puis d'autres qui sont en fait finalement des formes de parasols, mais qui fonctionnent sur différentes longueurs d'onde. Enfin par exemple celui-là qui est ce qu'on appelait heavy shadow, c'est-à-dire qu'il y a c'est très isolé, très inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transmission de chaleur entre le haut et le bas, entre la surface. Ou alors ceux-là, on le verra plus précisément après, qui en fait bloquent les infrarouges et toutes les longueurs visibles et qui gardent uniquement la partie des longueurs d'onde la moins chargée en chaleur et celle qui pénètre le moins profondément dans la peau et donc qui chauffe le moins. Là, un peu, on voit le type de composition comme ça, avec ces appareils qui prennent place comme ça dans les points rouges. Là, sont les points des arbres, et puis ces appareils climatiques qui viennent se mettre dedans. En réalité, ça a l'air un peu aléatoire, mais en réalité, ça a été fait en comptant à chaque fois le nombre, en répartissant de manière égale les appareils. Et puis on voit un peu ce type d'influence qui va se créer en fait quand ils seront allumés. Ça c'est par exemple le Southern Coolia ou Et alors en fait les appareils climatiques, donc je te disais il y avait différentes techniques. En fait, on a toute l'électricité du parc en fait est produite par il y en a 70 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 7 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, donc qui sont ici et qui alimentent en fait tout le parc en électricité. Donc il y a une partie qui est gardée pour la nuit, pour l'éclairage, pour les bâtiments, et puis ensuite on le verra tout à l'heure, mais en fonction de ce qui reste, c'est ça qui est utilisé pour mettre en on ou off les devices. Et donc ensuite, finalement, l'électricité nécessaire est pas très importante, c'est juste des ventilateurs, c'est des choses assez, en réalité, qui consomment assez faiblement. Et tout le rafraîchissement se fait par deux échanges de chaleur, un échange de chaleur avec l'eau du réseau. Il y a un échangeur de chaleur, et puis avec l'eau du réseau qui est toujours à 27 degrés parce qu'elle transite sous sol, donc elle est à 27 degrés. Et puis aussi ensuite avec des puits canadiens, c'est-à-dire que l'air est soufflé
passe en souterrain. Et puis c'est la première fois que ça va se faire à Taïwan. C'est quelque chose d'assez commun en Suisse ou en France aussi maintenant. Enfin, c'est le fait de descendre comme ça. Mais donc on a vérifié les températures et effectivement on trouvait qu'à moins 5 mètres, on était à 25 degrés quand il faisait 32 degrés à l'extérieur. Donc en faisant passer l'air selon une certaine longueur, on peut le rafraîchir et il ressort à 28 degrés ou 27 degrés comme ça. Donc le premier device, c'est donc on en a 250. Là, on va présenter le premier que je présente là, c'est l'anticyclone, enfin qu'on a appelé anticyclone, qui souffle en fait de l'air froid. Ça, c'est les modèles qui ont été faits par Transolar en Allemagne, enfin qui sont pour voir en fait la quantité d'air dont on avait besoin. La vitesse de l'air en fonction de différents moments de l'année et de la journée, pour voir s'il fait chaud ou froid, enfin pour voir quelle est l'influence, parce que un des objectifs du client était qu'il y ait une forme d'efficacité, d'efficience des devices. Et donc le principe c'est ça, c'est ce qu'on appelait les cooling plant rooms, c'est-à-dire on prend l'air chaud, si on veut de l'extérieur, qui passe dans les fils, dans les ventilateurs. Il y a le premier heat et water exchange. Ça descend en sous-sol à moins 5 mètres et ensuite il y a les tubes qui amènent l'air dans les devices, donc sur 50, 70 mètres, 100 mètres, comme ça. Et ça c'est le fonctionnement. Ça c'est des choses qui ont été affinées durant le design, c'est-à-dire que pour des questions de garantie, de maintenance, d'inondation, de choses, toutes des choses qui ont évolué entre le concours et la réalisation. Et donc ça, c'est les plans d'exécution du projet. On voit tous les dimensionnements qui ont été faits par rapport à la quantité d'air et la vitesse de l'air pour être en dessous. Si on est au-dessus de 10 mètres par seconde, ça commence à faire du bruit, donc on est en dessous. Après, il y a des quantités d'air justement pour avoir une certaine valeur. On voit les tubes en souterrain qui partent sur les différents devices. Et puis, on voit un premier qui a commencé à être réalisé. On voit les tubes qui descendent. Ça, c'est le premier mock-up. On va le revoir après. Là, c'est à l'intérieur, donc les tubes qui descendent. Alors, l'anticyclone, en fait, le principe de cet anticyclone, c'est donc l'air arrive en souterrain, remonte par tous ces pieds, en fait, qui sont chacun, enfin, il y a eu une quantité de litres d'air qui a été calculée, qui a été divisée par un certain nombre de diamètres, et qui arrive, en fait, dans ce réceptacle. Donc, les tuyaux sont isolés, il y a une isolation intérieure pour pas qu'ils réchauffent même s'ils passent très vite, puisqu'ils sont à 10 mètres par seconde, comme ça, en passant ici, donc ils n'ont pas vraiment le temps de se réchauffer, mais l'air passe ici et on a quand même évité. Et puis tout ça est isolé et puis ensuite ça souffle à cet endroit-là. Donc là c'est les modèles qui avaient été faits. Un premier anticyclone comme ça qui a été réalisé. Donc les diamètres en fait de l'appareil fait 6 mètres de diamètre, donc c'est assez grand en réalité. On voit ici, alors ça c'est le Climatic Plant Room, on voit les tubes qui partent en souterrain et qui remontent en fait ensuite ici, qui sont la base, la base des devices sur lesquels en fait les devices viennent se mettre par-dessus comme ça. Là c'est tous les tubes en souterrain, donc la hauteur du sol final sera là, à plus 5 mètres. Là, les tubes partent comme ça, ils sont recouverts là pour des questions de tremblement de terre, enfin par ce béton, mais qui laisse passer la température du sol, donc l'air est refroidi à l'intérieur. Et puis là, on les voit qui ressortent à cet endroit-là. Et puis
Donc là, ça a été comblé ensuite. Et là, on voit les pieds qui sont mis par-dessus, si on veut les tuyaux qui ressortent. La structure qui est là. Et ça, c'est les premiers tests qui sont faits après le test de vitesse de l'air, puisque l'objectif était d'atteindre 8 mètres par seconde, 8,5 mètres par seconde, qui correspond à une brise assez forte. Et là, c'est le premier appareil comme ça qui est là. Là, on voit d'autres, juste les premiers, comme ça, les autres devices. Ça, c'est ce qu'on appelait Moonlight. En fait, ça crée une ombre forte avec juste 0,5 lux comme la lumière de la Lune. Ou ça, c'est le Cold Light, celui-là. Là, c'est un Desert Wind. Celui-là, c'est plus un qui déshumidifie. Là, un autre appareil, le Cirrus Cloud, qui est qu'on a différents types de nuages. En fait, là, c'est une certaine quantité d'eau simplement qui est nébulisée comme ça, qui crée des nuages rafraîchissants en fait justement par le changement de phase liquide gazeux qui prend de la chaleur en fait, qui fait qu'autour la température de l'air sera plus froid. Là, c'est le premier test, comme ça, les premières choses à l'atelier ou en usine. Et puis, ensuite, c'est sur le site. Alors, un des avantages à Taïwan, c'est qu'il n'y a pas de calcaire, hein, c'est que granitique. Donc, il n'y a pas de problème les bouches vont pas se boucher à cause du calcaire, comme c'est le cas en France par exemple ou dans d'autres, ou quand l'eau est calcaire en fait il y a des problèmes les nozzles des tuyaux en fait peuvent se boucher. Et donc là on n'a pas ce Là, juste très rapidement comme ça, d'autres devices qui viendront, qui sont le Underground Breeze, comme ça, Nightlight, en fait, qui sont comme une nuit, en fait, une forme de nuit déployée, comme ça, qui va être radiant, froide, avec des tuyaux d'eau froide, en fait, qui vont passer comme ça sur une tôle en acier froide, donc qui irradiera du froid. Là, c'est des petits jets d'eau aussi. Là, cette heavy shadow, et puis une pluie en fait aussi, et puis une cheminée solaire aussi, et puis ces long wave filters qui sont justement ces appareils qui filtrent comme ça les quantités de lumière, enfin qui enlèvent en fait qui gardent uniquement une faible longueur d'onde ici comme ça. Et donc, qui laisse passer finalement la lumière qui est la moins chargée en énergie, la moins chaude. Et puis ensuite, on a les chemins avec les bancs qui sont des bancs normaux, en fait, qui ont été faits comme ça. On a toute une signalisation aussi qui est plutôt intéressante avec les calories qu'on perd, enfin, en fonction, enfin, ou la vapeur d'eau qu'on perd, enfin, selon les différents chemins, c'est la pollution, la quantité d'oxygène qu'on va absorber, ou pour les clean pass, là, voilà, bon, ça c'est la même chose pour la deuxième couche, et pour l'humidité, où on a en fait, c'est Northern Dryas, ce qu'on appelait les parties sèches, les Dryas, donc il y a les Middle Dryas, comme ça, qui ont aussi chacun un arbre associé, c'est plutôt des arbres qui ont des racines flottantes, en fait, qui prennent l'humidité de l'air par les racines, qui ont chacun, alors justement, ce type de différents arbres. Et puis là, la composition est très aléatoire dans le placement, en fait, très évaporée. Et puis on a différents types de devices qui sont
des devices qui vont soit souffler de l'air très rapidement, des devices qui vont être là pour protéger de la pluie, ou d'autres qui protègent en fait des inondations. Donc c'est différent, et puis on voit le type de composition qui est mis dans le parc. Ça c'est une partie comme ça du dry pass, en fait, qui est comme un sol sportif qui va passer. Et puis là, le mobilier aussi est différent. On le voit, c'est plus un mobilier comme on s'assoit pas, on reste juste, on se pose légèrement. Et puis Et puis le dernier, la dernière couche, c'est le clean. C'est ça. Dernière couche, c'est la clean, la dépolluée, la couche dépolluée. Et donc on a ces différentes, ce qu'on a appelé les cleria. On a ces différents cleria avec différents types justement de plantes, d'arbres qui vont absorber la pollution, comme avec des feuilles dufteuses qui ont beaucoup de poils en fait et qui attrapent la pollution de l'air, ou d'autres qui filtrent les différents gaz. Donc c'est le choix aussi, comme de la même manière, les choix des arbres est très précis par rapport à leur mission. Et puis là c'est plutôt radiant comme type de composition. Et puis ensuite on a tous ces appareils climatiques qui sont des appareils qui vont souffler de l'air propre, enfin de l'air sans gaz, sans pollution gazeuse, sans pollution de particules matter, sans d'autres qui vont être des filtres à ultraviolet, ou d'autres avec des changements, des dépollutions par photocatalyse, ou d'autres qui sont là plutôt contre le bruit ou contre les moustiques. Et on a ces appareils-là, on voit les climatic plant rooms comme ça, et les passages en souterrain. Et puis les modélisations qu'on a fait pour effectivement avoir une influence, par exemple là de 12 mètres autour du device. Voilà d'autres. Et ça, c'est le type de composition. En fait, en réalité, ça va devenir des sortes de forêts, puisque c'est très très dense ici. On est à 2 mètres entre les arbres, donc ça va devenir très très touffu. Et puis en fait, on sera dans ce mélange, c'est-à-dire on tombera sur un appareil climatique un peu au hasard comme ça de la promenade. Et par contre, les bancs ici sont plus bas, enfin plus familiaux, plus pour les enfants, et plus larges aussi, enfin plus presque pour dormir. Là, en fait, on a plusieurs bâtiments aussi qu'on va réaliser. Le Visitor Center, qui est une sorte de musée sur le changement climatique, et en fait, ce qui est une architecture qui se donne, par elle-même, elle est sur ces questions elle reprend les thèmes du parc, c'est-à-dire qu'elle est aussi en couches, aussi en différentes layers, avec une première couche qui est une couche, si on veut, de limite physique, une deuxième couche à l'intérieur qui est la limite contre la pluie, et puis une troisième couche qui est la limite contre la chaleur, et puis ensuite la structure interne, c'est-à-dire que chaque couche
des limites ça est à l'intérieur l'une de l'autre, et puis ensuite, en dilatant les couches l'une par rapport aux autres, on commence à créer des espaces entre l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité à la chaleur, et qui va être les couloirs ou qui vont être les toilettes. Enfin, c'est-à-dire qu'en fonction des programmes, on n'a pas besoin de climatiser certaines parties, et donc on vient ouvrir, enfin on voit par exemple là, c'est tous les 3 couches sont ensemble, et puis ensuite celle-là continue toute seule, ici, celle-là continue, donc celle-là n'est pas climatisée, puis ici on rentre à l'intérieur de la partie climatisée. Et puis on va trouver à l'intérieur donc à la fois le café, enfin un musée, enfin une sorte de salle, et puis 3 pièces qui vont travailler chacune sur un thème climatique, les mêmes thèmes que le parc. Ce qu'on appelait le coolium, le clearium et le dryum, ce qui reprennent un peu l'idée de l'hormonorium de 2002, qui sont en fait 3 pièces qui vont la première, le coolium, en fait, c'est un espace qui va reproduire en temps réel la température de la montagne de Taïwan, en fait de Alishan, où la température est de 4 degrés en hiver, 7 degrés la température moyenne, et on va en temps réel, avec les senseurs sur la montagne, en temps réel, on va reproduire la température dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on aura le froid de la montagne, et puis la lumière également sera liée, la montagne de la Jade Mountain qui sera là. Donc le plan en fait est quasiment similaire au pavillon suisse. En fait, je dois dire que j'ai rajouté ça lors du concours, c'était parce que je regrettais que ça ait été démoli. Enfin, le pavillon suisse était plutôt assez réussi, enfin comme espace, et donc je m'étais dit que ça serait bien de le rendre pérenne, et donc je l'avais rajouté au concours comme ça au dernier moment presque. Et en fait, il fait partie du contrat, et donc il fait partie du projet. Le deuxième, c'est le dryum. En fait, ça va reproduire tous les jours le jour le plus sec de Taichung, c'est-à-dire que on le voit ici. Le taux d'humidité est assez élevé, en fait, c'est pour ça que durant l'été, et puis au mois de novembre, décembre, comme ça, il est plus sec. D'ailleurs, c'est bien plus confortable. C'est pour ça que les gens encouragent de visiter, en tant que touristes, de visiter Taïwan, par exemple, ou les pays subtropicaux, comme ça, dans les moments d'hiver, puisque ça, c'est le taux d'humidité est plus faible. Et donc, c'est d'ailleurs un des jours presque le plus confortable de l'année, ce 21 novembre. Et donc, ici, on propose de répéter éternellement, comme ça, un 21 novembre. Et donc, on a c'est comme une sorte de, presque un peu l'invention de Morel, de Casares, c'est-à-dire que c'est un 21 novembre qui va se répéter. On va enregistrer toutes les données de température, de taux d'humidité du 21 novembre 2015, ou enfin 2015, et puis ça va être répété, et puis ensuite la pièce elle-même, le cycle lumineux va tourner en même temps, c'est-à-dire que en même temps que c'est la courbe, l'azimut et l'angle du 21 novembre du soleil, et donc on aura à midi toujours le soleil ici, et puis on rentrera, enfin le sol est transparent, et donc si on vient à minuit, on verra le soleil de l'autre côté de la planète, enfin comme ça, et c'est comme un 21 novembre qui va perpétuellement tourner, et donc dans lequel le taux d'humidité sera le plus confortable, et dans lequel on peut venir en plein été. Et le dernier, c'est le clearium, qui va reproduire en fait produire la température de Taïwan comme si le réchauffement climatique n'existait pas en temps réel, c'est-à-dire qu'on aura on va diminuer de 2 degrés la température de l'air, on enlève toutes les particules fines, enfin toutes les pollutions industrielles issues de l'industrie, et puis donc c'est un air filtré, et la réduction. Et puis une autre chose aussi apparemment qui serait montrée, c'est que en fait les plantes, le réchauffement climatique aurait l'effet de diminuer la quantité de nuages et d'humidité dans l'air, parce que les plantes, l'humidité de l'air et des nuages vient de l'évapotranspiration des plantes.
c'est elle qui dégage l'humidité dans l'air. Et à cause du réchauffement climatique, le fait de monter de quelques degrés, apparemment les cellules des plantes, des feuilles, se referment et donc dégagent moins, en fait, sont plus stressées et dégagent moins d'humidité dans l'air. Et donc la couverture nuageuse serait plus faible à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est le dernier, c'est le clyrium. Et l'architecture elle-même est composée comme ça. On a ces différentes couches. On a la couche physique, la couche d'étanchéité à l'eau qui se retourne, la couche d'étanchéité d'isolation thermique aussi qui se retourne, et puis le béton. Et puis ensuite ces couches-là se dilatent les unes par rapport aux autres. Et puis peut-être la dernière chose, c'est tout le système intelligent du parc. On a tous les 50 mètres un senseur qui mesure en temps réel tous les paramètres de chaleur, température de l'air, vitesse de l'air, rayonnement solaire, l'humidité, le taux d'humidité, la pollution, les PM2.5, PM10, NE2O et le bruit. Et de ça, en fait, on crée en temps réel des cartographies du parc selon un index qu'on invente. Donc le 6 le plus chaud et 1 le plus froid. Et donc, qui est une addition des différents paramètres. Et donc, en temps réel, on peut, s'il y aurait aussi une application smartphone, comme ça, c'est-à-dire on peut voir où est-ce qu'il fera le plus froid dans le parc et on peut décider de se rendre dans cette partie parce que ça sera la plus froide, celle-là la plus chaude en temps réel. Et c'est en fait la même chose pour l'humidité. On aura les taux d'humidité en temps réel et la pollution aussi. On verra en fait la forme de la pollution, les endroits les plus propres en blanc et les plus pollués en noir. Donc on verra où est-ce on pourra décider d'aller. Et ça c'est également en fait cette carte est également nécessaire par rapport au système en fait d'allumage des devices. C'est-à-dire qu'on a ces 7000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en fait qui produisent l'électricité. L'électricité en fait est d'abord vendue pour être utilisée la nuit pour tous les éclairages du parc. Ensuite pour tous les bâtiments en temps réel. Et puis ensuite pour tout ce qui reste sera pour les devices. C'est-à-dire que s'il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, en fait, on garde 7000 kW pour la nuit, les 2000 en temps réel, il reste 5000 kW par exemple, et donc ça permet d'avoir l'anticyclone, d'avoir tous ces devices on en fonction en temps réel de l'électricité qui est produite en temps réel par le parc dedans. Ce qui tombe plutôt bien parce que plus il y a de soleil, plus il fait chaud, plus c'est l'été et plus on a besoin que les devices soient allumés, tandis qu'en hiver où il y a moins de soleil et moins de lumière, et ben finalement on n'a pas besoin d'allumer les climatic devices. Voilà, peut-être juste quelque chose là sur la lumière, sur le principe de la lumière du parc général. En fait, on a toutes dans ces parties-là, des parties qui n'empêchent pas, enfin toute une forme d'obscurité qui n'empêche pas, enfin qui est bonne pour les animaux, enfin si on veut. Il n'y a pas d'éclairage, et il y a aussi une gradation comme ça entre les routes qui sont plus éclairées et l'obscurité qui vient avec aussi des longueurs d'onde qui sont choisies justement pour avoir le moins d'impact sur la biologie, enfin sur les animaux. Et puis là, donc là c'est une première partie comme ça qui est réalisée. Et là on voit l'ensemble comme ça du parc. Je voulais présenter un autre, mais je ne sais pas si c'est 5 minutes, je sais pas. Ouais. Peut-être juste un projet sur lequel on a commencé il y a 1 an. En fait, c'est un projet où, au tout début, rien n'est officiel et rien n'a réellement démarré, mais on nous a demandé de réfléchir sur la possibilité d'un nouveau musée au Qatar pour le MATAF, qui est le musée d'art contemporain, enfin d'art moderne arabe.
Et donc on a présenté ce premier projet. Enfin, c'est un projet qui est en cours. En fait, c'est une réflexion qui est en cours avec un musée qui devrait peut-être se construire dans les années à venir. Et donc là, un peu de la même manière, on a travaillé sur aussi sur plusieurs couches, c'est-à-dire que le bâtiment lui-même gère les différents facteurs à la fois pour des questions de conservation et des questions de climat, c'est-à-dire que en fait, on s'aperçoit que effectivement les œuvres d'art nécessitent peu de lumière, enfin 200 lux ou un taux d'humidité à 50% d'humidité relative, et que effectivement au Qatar il fait très chaud et très sec durant la journée, très humide durant la nuit. Et donc il y a finalement une forme de réduction qui doit se faire entre le climat naturel et le climat intérieur. Et cette réduction-là, plutôt que d'avoir un mur qui gère tout en même temps, on travaille sur 3 couches, en fait, sur une première couche qui est la réduction de la lumière, qui est aussi de la chaleur amenée par les rayonnements électromagnétiques du soleil. Une deuxième couche qui travaille sur la question de l'humidité. Et puis une troisième sur la question de la température, mais qui est déjà atténuée dans ces 3 couches. Et puis tous les espaces, en fait, sont dilatés, se créent en dilatation comme ça, les uns par rapport entre ces 3 couches. Et on a, par exemple, ça c'est un espace extérieur, mais protégé de la lumière, si on veut. Là c'est un espace intérieur. Mais chaque chose se dilate les unes par rapport aux autres. Et donc le premier élément, c'est effectivement de baisser la question de la lumière. Et là, on a fait une proposition. En fait, parce que la lumière est très intense, ça peut être 100 000 lux, 100 000 lux à midi, et donc on a besoin de 200 lux pour les exposer, par exemple 250 lux pour un tableau. Donc en fait l'idée est de décomposer la lumière un peu aussi de nouveau d'une manière impressionniste, un peu à la Segantini, c'est-à-dire qu'on vient en fait on prend la lumière blanche qui tape en fait une surface cyan. Et donc des 100% de lumière, à la fois les infrarouges, parce que donc la chaleur, en fait, par les rayonnements solaires, elle vient 50% est dans les infrarouges, 50% dans la lumière visible. Donc ici, en tapant la première panneau, en fait, la chaleur est prise, et puis il y a une réflexion seulement de 7% de la lumière. Donc si on veut, il y a 93% de la lumière et de la chaleur qui est évacuée, qui est absorbée en fait par la surface cyan, et ça se reflète sur une partie blanche qui revient à l'intérieur, et on fait ça pour les 3 couleurs, et puis ces 3 couleurs, en fait, si on veut, on spectralise la lumière solaire, et on la resynthétise, on la synthétise. Et donc, elle se reforme en blanc, mais diminuée de 93% de chaleur et de lumière. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est toute la partie des infrarouges de chaleur, la partie visible. On garde en fait uniquement ça, et puis on recompose après. Et donc, on a en fait cette première couche comme ça, qu'on voit ici, qui vient diminuer, si on veut, de 93% la quantité de lumière, de chaleur, qui empêche aussi tout rayonnement direct à l'intérieur. Et la deuxième partie, en fait, fonctionne c'est sur la question de l'humidité. Donc on a, en fait, c'est très humide la nuit, très sec la journée. Oui, c'est ça. Et donc on a besoin, les œuvres d'art ont besoin de 50%. Donc là aussi, on propose d'avoir un double chose, mais il y a aussi un travail sur le site lui-même où on récupère les eaux de pluie, en fait. Et puis il y a cette partie d'évaporation qui se fait là, qui est à la fois qui humidifie, si on veut, les œuvres d'art de 20% d'humidité relative à 50% d'humidité relative, et qui en même temps se rafraîchissent avec une possibilité que l'air humide monte justement à cet endroit-là. Et puis la troisième couche, ça fonctionne par inertie. C'est cette couche-là, c'est-à-dire on vient profiter en fait du rafraîchissement nocturne
C'est-à-dire que tous ces éléments de lumière en fait sont horizontaux. La voûte céleste nocturne est tout autour, et donc durant la nuit, c'est comme les murs en terre au Maroc. C'est-à-dire qu'on a une inertie, c'est-à-dire que la froideur de la nuit la chaleur de la journée est absorbée en fait par la voûte céleste nocturne durant 12 heures, et puis c'est ici. Et là, en fait, c'est des murs d'eau de 30 cm en fait, qui vont fonctionner comme ça sur 12 heures. C'est-à-dire que la fraîcheur de la nuit va passer à l'intérieur durant la journée et réciproquement. Et on a cette dernière couche intérieure de la. Voilà. On a les. Voilà, on a un plan type où on voit ça, c'est plutôt alors au niveau si on veut du musée, on a plutôt des white cubes très basiques, très simples, neutres, qui sont des murs blancs et une lumière qui est totalement contrôlable. Et puis ensuite, dans ces parties-là, on a les parties de bureau, mais on a aussi des parties de lumière qui sont plus des galeries spéciales, si on veut, puisque il y a quand même la présence en fait des brise-soleil. Donc c'est un peu différents types de curatorial, si on veut, d'exposition. Ici une exposition plus traditionnelle ou plus complètement neutre, et puis ici une exposition qui est plus en rapport avec l'architecture elle-même. Et puis le dernier, à l'extérieur en fait de la couche bleue qui est conditionnée, si on veut, là des parties extérieures. Donc c'est comme on peut avoir des sculptures en extérieur ou des œuvres en extérieur. Donc on a trois qualités d'exposition, et donc c'est un peu une proposition qui évite le piège comme ça des musées des années 2000 où l'architecture prenait le dessus et ne permettait plus d'exposer dans des situations de white cube, neutres, comme ça les œuvres d'art. Voilà, avec le site ensuite qui est travaillé pour recevoir, pour récupérer l'eau de pluie, et puis avec ces puits canadiens aussi qui sont dans des rafraîchissements. Ok, voilà. Merci. Merci. Un peu tard, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Philippe Ram. Alors, comme la conférence a été substantielle et très développée, on va faire une petite séance de Q&A, questions-réponses. Monsieur? Bravo d'abord. On m'entend? Oui. Oui, je voulais... un peu compliqué ma question. Alors, je vais reprendre une formule que tu as mis dans tes livres et que tu n'as pas dite aujourd'hui. C'est que les fonctions et les formes émergeaient comme par hasard. Donc, en fait, dans le parc, à partir des différentes couches que tu présentes, alors j'ai oublié les couches, lumière, etc. Bon, les fonctions émergent comme par hasard à partir sous la pression de ces différentes couches. Et c'est en quoi tu n'es pas fonctionnaliste d'ailleurs. Bon. En revanche, comme c'est pas que du hasard, il faut quand même contrôler un peu. Et donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai appris là tout à l'heure
l'existence de la trame, donc qui permettait à la fois d'unifier les arbres et les devices. Donc il y a un élément de contrôle que tu rajoutes, enfin qui lui n'émerge pas par hasard, enfin qui est une chose qui vient un peu en sorte de dialectique, disons, avec ce qui émerge par hasard. Et la deuxième chose, c'est une chose dont tu ne parles jamais, c'est le dessin. Parce que ce qui émerge aussi par hasard, c'est l'univers un peu science-fiction des objets qui sont produits un peu logiquement. Enfin, il y a une sorte de processus qui aboutit à leur forme en raison de leur fonction. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher à penser la science-fiction. Et d'ailleurs, toi-même, tu as rappelé le vieux Casares. Et quand on voit tes bancs, que tu as dit qu'ils étaient normaux, je trouve quand même que leur dessin, il sert quand même beaucoup à homogénéiser un certain style visuel par rapport aux courbes et aux coudes qui sont produits par les éléments. Donc là, je pense qu'il y a quand même une volonté de dessin dont tu ne parles jamais. En fait, je pense que bon, d'une part, effectivement, il y a une partie du design comme ça qui vient effectivement effectivement, comme il y a souvent des questions d'air, alors donc effectivement il y a ces formes arrondies qui apparaissent, qui sont liées à des questions de turbulence. En fait, c'est pour ça que toutes les ventilations sont toujours arrondies pour pas que que l'air puisse passer, qu'il n'y ait pas de turbulence. Donc là, finalement, les devices, les formes comme ça, sont données. Sinon, en fait, ça crée du bruit. Enfin, déjà, ça crée des turbulences et ça fait du bruit. Donc, il faut éviter tout ça. Donc, ces formes apparaissent de là. Et puis ensuite, je pense que effectivement, la question la question peut-être, si j'en parle pas, c'est parce que c'est pas forcément un thème. Enfin, je sais pas. C'est comme un architecte qui parle d'autre chose, il va pas parler de la ventilation. Enfin, il fera tout ça. Si on pense à mon ami Emmanuel Chris qui a fait une conférence là ici, il va parler du béton, il va parler du mur, et à aucun moment il va parler de la ventilation. Donc on peut c'est une question du thème. Donc nous peut-être on parle moins peut-être de ça, enfin puisque c'est moins thématisé finalement dans le travail que d'autres choses. Donc c'est pour ça que la question du dessin, enfin du design comme ça graphique des objets, en fait, j'en parle moins parce que c'est un thème qui est moins important qu'un autre. Donc, effectivement, le dessin, c'est pas quelque chose dont vous avez envie de parler, mais qu'en est-il du matériau? Parce que vous n'en parlez pas du tout non plus. Vous passez beaucoup par la coupe, le plan. Beaucoup de dessins, de schémas scientifiques aussi, et de notions que j'aurais jamais rattachées à l'architecture personnellement, mais je me posais la question, notamment pour le dernier projet, en quoi c'est fait? En fait, la question des matériaux, par exemple, elle est revenue dessus parce qu'en fait, mais là aussi, on essaie de choisir le matériau en fonction de, je sais pas, par exemple, les ingénieurs parlent de montée en température. Enfin, c'est-à-dire certains matériaux ils reçoivent une longueur, un rayonnement. En fait, ils vont chauffer très vite, ou alors je sais pas si c'est en acier, il y a du soleil qui tape. En fait, on se brûle très vite. Ou si c'est en pierre, enfin, ça va monter moins vite en température. Donc, en fait, on essaie de faire des choix de matériaux. En fonction de critères aussi, comme le choix par exemple en fait il y a des choses en céramique ou qui sont donc en fonction justement si ça c'est plutôt isolant ou pas conducteur ou des choses comme ça. Après il y a par exemple il y a des choses par exemple pour Taïwan, au début on avait une volonté de travailler uniquement avec des matériaux non toxiques en fait. Alors on se disait c'était que effectivement de l'acier inox. Enfin, comme dans la cuisine, comme les casseroles de cuisine, enfin, qui sont comme les ustensiles de chirurgie, enfin, qui sont non toxiques, si on veut, ou alors du verre ou du polyéthylène, enfin, qui est comme qui est aussi lequel on emballe la viande, par exemple, enfin, que des matériaux qui étaient non toxiques. Après, effectivement, il y a des questions de dialogue avec le client, avec les choses avec des questions de sécurité, des questions qui fait qu'à la fin, là, ici, on est, par exemple, c'est on a travaillé en acier galvanisé, qui est ensuite peint, et puis,
Voilà, tout ensuite est sur des garanties. En fait, tout est garanti sur des dizaines d'années. Enfin, tous les matériaux sont garantis, pas sur des questions de durabilité aussi, quoi. Donc mais c'est vrai que le choix des matériaux, on essaye aussi de le faire correspondre à une certaine mission climatique comme ça. Moi, j'avais une question par rapport à ton bureau d'études Transsolar. Tu disais que le terrain du parc faisait à peu près 70 hectares, c'est ça? Oui. Et tu avais 7000 mètres carrés de panneaux solaires. Oui. Et entre le 21 décembre et le 21 juin, donc entre le minimum et le maximum en fait de production d'électricité à partir du soleil, à peu près, hein, entre le 21 décembre et oui. 21 juin, tu avais une quantité d'énergie qui était produite. Ouais, toute l'année en fait, ouais. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir si le bureau d'études, tous layers confondus, avait quantifié un ratio pour savoir dans les trous du gruyère, autour des devices, quel était le pourcentage ou la fourchette plutôt de pourcentage de surface qui était sous contrôle. C'est-à-dire que la quantité tout a été calculé. On a calculé la quantité. Alors il y a eu deux facteurs, puisque en réalité il y a eu un facteur en fait puisque c'est considéré comme des bâtiments. En fait, il y a un facteur de mètres carrés constructibles, c'est-à-dire qui fait que on ne pouvait pas avoir 14 000 mètres carrés. Enfin, on avait ou 20 000 mètres carrés. Donc, on a un certain facteur qui était aussi par rapport à ça. Ensuite, effectivement, ça a été calculé. On a quantifié. Enfin, ça a été quantifié. L'ensemble de la consommation d'électricité durant la nuit, de l'éclairage durant la nuit, l'ensemble de la consommation d'électricité des bâtiments en temps réel, puisqu'on a ce visitor center, mais on a aussi d'autres bâtiments. Et puis, en fait, on sait justement ce qui reste après. Enfin, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé tout ça, on sait combien il reste et on sait que par année, on va consommer tant d'électricité et il nous restera tout ça pour faire fonctionner les ventilateurs en fait des devices. Donc c'est les 7000 mètres carrés correspondent en fait on arrive à une utilisation. Après, ça va varier justement s'il fait très chaud. Ou, par exemple, les appareils vont. À Taichung, il fait, le 21 décembre, il fait 20 degrés en fait à midi. Donc, il commence à faire très chaud au mois d'avril, comme ça. Donc, en fait, ça sera plutôt on dans ces parties-là. Et donc ensuite, en fait, par année, si on veut, on bloque une fois qu'on n'a plus d'électricité, on arrête les devices, c'est-à-dire c'est en temps réel. Donc il y a aucune. C'est pour ça que ça c'est une dimension peut-être aussi un peu plus compliquée, mais qui est cette dimension post-sustainable peut-être. C'est-à-dire que en fait, là, comme on n'utilise pas il y a l'énergie grise des matériaux, mais c'est-à-dire qu'ensuite tout est de l'énergie non fossile. Donc finalement, on peut souffler de l'air, on peut faire marcher les ventilateurs parce qu'ils vont pas participer au réchauffement climatique en fonctionnant donc c'est aussi le choix de la source d'énergie qui est les panneaux photovoltaïques qui permet aussi de faire exister ces climatic devices. Question ? J'ai une petite question à propos de l'activité en fait des personnes. Vous décriviez que dans le parc, on peut avoir des sportifs, on peut avoir des enfants. Enfin, après il y a différentes activités. Du coup, on peut être assis ou courir, notamment. Et l'indicateur de température perçue qui a été pris par Transsolar notamment, qui est utilisé du coup pour tout le parc, pour le confort du parc, il prend en compte l'activité ou comment derrière en fait est retranscrit l'activité dans cet indicateur. C'est-à-dire que ça va varier aussi. À un moment donné, je sais pas, bien évidemment que ça peut
ça va varier. C'est-à-dire, on imagine que si tout d'un coup toute la population se rend au même endroit, à un moment donné, ça va surchauffer. Donc, mais après, il va faire plus froid après. Mais pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a, c'est-à-dire que c'est ce que je disais à un moment donné. Je crois que les outils sont modernes et mais le résultat, en fait, après, justement, n'importe qui peut aller où il veut. Quelqu'un qui veut aller au soleil, au chaud, il peut y aller. Enfin, il y a des espaces qui vont être pour être dans la partie la plus polluée, la plus chaude et la plus désagréable. Enfin, donc mais effectivement, en fait, les choses s'ajustent aussi. C'est-à-dire que c'est les devices. En fait, les senseurs. Les senseurs qui sont tous les 150 mètres. En fait, la manière dont les devices se mettent en marche, ils se mettent toujours en marche. Le premier va se mettre en marche dans l'endroit le plus froid du parc, en fait. Après, c'est dans l'endroit le plus sec et après le moins pollué et ainsi de suite, comme ça. Donc, en fait, c'est-à-dire et puis ça s'arrête de la même manière. C'est-à-dire que si à un moment donné, la température de l'endroit qu'on chauffait, qui était le plus froid, devient chaude parce qu'il y a beaucoup de monde, ça va monter, donc le senseur va me voir qu'il c'est plus la partie la plus froide du parc, donc les devices là vont s'arrêter, ça va passer sur un autre endroit, quoi. Donc ça va se réajuster en fait un peu de soi-même, quoi. Dernière question. J'avais une question annexe. Est-ce que donc vous allez fonctionner un peu aussi en blind test, on va dire, en voyant si les gens sans avoir les symptômes en fait ont eux-mêmes évolué physiquement dans le parc de façon sensorielle, en interaction avec ce qu'ils ont eux-mêmes. En même temps, là, j'ai montré les appareils un peu séparément, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont pris dans les arbres. En fait, ça devient très très dense. Justement dans les parties les plus centrales, comme ça, des clyrias ou des coulias, comme ça, il y a un arbre tous les 2 mètres. Donc c'est vraiment une forêt ultra dense avec ces appareils. Donc et ça a été aussi une des choses qu'on a transformées durant le projet, c'est-à-dire qu'on a renforcé aussi on a renforcé l'expérience en fait de ces endroits-là en modifiant aussi les matériaux de sol, ce qui n'était pas le cas lors du concours. Mais ensuite, on a dans les clyrias en fait, ou dans les coulias par exemple, tous les matériaux sont rafraîchissants. Enfin, les matériaux de sol aussi sont rafraîchissants. C'est-à-dire qu'on change le type d'herbe, on change le type de cailloux, le type de composition pour que ça soit très rafraîchissant. Et de la même manière, dans la partie la plus sèche, dans les dryas, les matériaux de sol aussi changent et deviennent très drainants, très secs, très comme ça, qui fait que en fait, ces sensations de sécheresse ou de froid sont renforcées aussi par les matériaux de sol, par les drainages, par exemple, il y a des herbes très très hautes, très comme ça dans les coulias pour qu'il y ait beaucoup d'évaporation, de fraîcheur, d'inertie comme ça. Et tandis que dans les clyrias, par exemple, il y a c'est des matériaux, là c'est qui absorbent le son au niveau du sol, qui sont poreux. La même chose pour les arbres, on a des arbres avec des écorces, parmi les arbres des clyrias, des zones dépolluées, on minimise aussi le son, le bruit. Donc on a aussi des écorces, des arbres avec des grosses écorces, comme ça. Donc on vient renforcer un peu la qualité acoustique dans ces parties dépolluées. Donc donc on vient rajouter un peu donc il n'y a pas que les appareils qui agissent en fait sur voilà. Ouais. Une dernière question plus terre à terre. En fait, c'est un projet d'envergure. Quand est-ce qu'il sera terminé? En fait, en fait, ça a été décomposé en 2 tenders, c'est 2 appels d'offres. Le premier appel d'offres, en fait, qui correspond à 40% du parc, il est terminé en juillet 2015, et puis tout le parc est fini en décembre 2016. Voilà. Et alors avec peu de possibilités de retard, puisque nous on a des pénalités gigantesques en fait avec chaque jour de retard. Donc il y a peu de chance. Après, c'est le client lui-même qui peut décider de retarder les choses, mais pas de notre côté, quoi.
J'ai entendu une question ici dans la salle, par derrière, c'est combien ça coûte tout ça? C'est-à-dire qu'on est plus habitué à imaginer des immeubles, des buildings, on peut imaginer le coût. Qu'est-ce que c'est le budget d'un projet de ce type? Le budget, en fait, il est fixe. Ça, c'est aussi un peu différent par rapport à la France. C'est-à-dire, il y a un budget en fait, qui était dans le concours. Le concours avait déjà le contrat, dedans, et le budget, donc, du parc, c'est 80 millions d'euros. Et nos honoraires sont fixes aussi. Et il y a pas de centime de plus. Il n'y a pas de. Enfin, c'est 80. Maintenant, ça doit être 100 millions d'euros, puisqu'on l'euro a baissé. Il est passé de 40 dollars, enfin 400 dollars taïwanais à 350. Et donc voilà, et donc il y a aucune possibilité de rajouter un centime de plus. Voilà. C'est une donnée intéressante pour beaucoup d'architectes, surtout en France. Je pense que la conférence était très bien. Merci Philippe. Nous vous invitons tous pour un apéritif dans le hall d'entrée. Vous pourriez lui poser des questions directement. Merci.